Alors, mes recherches s'appuient sur plusieurs théories en sciences cognitives pour soutenir l'idée que la métacognition joue un rôle important dans le développement du raisonnement et que la philosophie pour enfants peut être une méthode à privilégier si on s'attarde à ces aspects métacognitifs. Je m'intéresse au développement de la rationalité et plus particulièrement au développement du raisonnement logique. Bien que nos capacités de raisonnement nous aient permis d'évoluer en termes de progrès techniques, scientifiques et intellectuels, plusieurs études en psychologie du raisonnement démontrent qu'il y a des incohérences dans nos raisonnements logiques. Certaines études démontrent que les enfants sont capables de faire des inférences logiques dès un très jeune âge, alors que d'autres démontrent que les adultes ne sont pas logiques ou qu'ils le sont uniquement dans des contextes familiers. Pour une idée des répercussions au niveau des enjeux plus contemporains, une récente étude de Stanford University rapporte que 82% des adolescents ne parviennent pas à faire la différence entre une vraie et une fausse nouvelle. Je m'avance ici, mais je peux presque vous garantir que les résultats seraient à peu près les mêmes si on faisait cette étude chez les adultes. Il est clair que malgré nos capacités de raisonnement logique, certaines lacunes sont toujours présentes dans nos sociétés et les répercussions sont parfois désastreuses, notamment lorsqu'il est question de résultats d'élections prônant des mesures économiques qui accentuent les inégalités sociales et lorsqu'on observe une forte augmentation des groupes extrémistes. Or, il est important de comprendre ce qui est à la source de nos erreurs de raisonnement. Des études sur les biais et heuristiques ont démontré que la plupart du temps, malgré l'âge et les compétences, nous raisonnons de manière spontanée due à des processus cognitifs rapides et bien ancrés avec lesquels nous avons évolué. Ces processus nous ont permis notre survie, mais ils ne sont pas toujours logiquement exacts. Ils créent des heuristiques adaptés à l'environnement dans lequel nous avons évolué, mais pas nécessairement adaptés à des contextes issus de notre évolution plus récente. Les erreurs de raisonnement seraient produites par ces processus. Une heuristique est une opération mentale rapide et intuitive. Un biais cognitif est une déviation de la pensée logique et rationnelle par rapport à la réalité. Les heuristiques peuvent fournir une réponse biaisée ou logiquement valide. Dans un contexte familier, par exemple, nos heuristiques vont fournir une réponse qui correspond aux règles de la logique. D'un autre côté, les biais peuvent survenir même lorsqu'une personne prend le temps de réfléchir avant de répondre. Une réponse pourra être biaisée par son système de valeurs, par des failles dans son éducation ou encore parce qu'elle est mal informée par des faits erronés ou manquants. Plusieurs théories en psychologie du raisonnement expliquent pourquoi on ne raisonne pas toujours de la même manière. Et bien que les heuristiques soient fortement ancrées dans la nature du raisonnement humain, nous avons aussi la capacité de les contrôler. On pourrait alors se demander comment s'acquiert cette capacité. Dans mes recherches, je m'intéresse aux travaux en psychologie de l'éducation du professeur David Mushman. Selon lui, le contrôle de nos heuristiques passe par le raisonnement conscient. La rationalité commence par la capacité de faire des inférences de base inconscientes. Ensuite, nos capacités se développent afin de parvenir à appliquer nos inférences dans l'accomplissement des buts spécifiques. C'est ce qu'on associe à l'acte de penser. La résolution de problèmes, le jugement et la prise de décision, par exemple, requièrent la conscience, la compréhension et le contrôle des fonctions cognitives. Ainsi, la pensée progresse en termes de qualité, mais elle doit se développer davantage afin de parvenir à l'étape de raisonnement. L'acte de raisonner, lui, requiert une connaissance à propos de la nature fondamentale de la connaissance et de l'inférence. Une personne qui raisonne ne fait pas que penser, elle pense avec prudence et avec l'intention de le faire correctement relativement aux normes inférentielles appropriées. Le développement passe de l'inférence à la pensée, puis au raisonnement, et ce passage se fait avec l'accroissement de la compréhension métacognitive. Cette compréhension permet un meilleur contrôle de nos processus. Quel type d'erreurs logiques on fait, même en tant qu'adulte? Vers la fin des années 60, Wasson, un psychologue du raisonnement, a démontré, grâce à une simple tâche de sélection, comment détecter un type d'erreur de raisonnement dont nous sommes fréquemment victimes. Cette tâche consiste à présenter 4 cartes, dont chacune comporte un chiffre sur une face et une lettre sur l'autre. Puis, on mentionne la règle suivante: s'il y a un A sur une face, alors il y a un 4 sur l'autre.
On demande alors quelles sont les cartes qu'il faut retourner pour vérifier si la règle a été respectée. Je vous laisse quelques secondes pour y penser. Avez-vous décidé de retourner les cartes A et 4? Si oui, vous avez fait l'erreur logique que 95% de la population fait. Je m'explique. On a tendance à retourner la carte A, ce qui permet effectivement de vérifier si la règle est respectée. Là où plusieurs se trompent, c'est en retournant aussi la carte 4, qui ne confirme en rien ce qui concerne le respect de la règle. Ceci correspond plutôt à commettre le sophisme de l'affirmation du conséquent. S'il y a un A d'un côté, alors il y a un 4 de l'autre, mais ça n'implique pas que derrière un 4, il doive se trouver un A. Il faudrait plutôt chercher à falsifier la règle et retourner la carte ayant un autre chiffre pour s'assurer qu'il n'y ait pas un A de l'autre côté. Une grande majorité d'adultes échouent cette tâche, même chez les individus ayant un QI plus élevé que la moyenne. Dans ses études sur les biais heuristiques, la psychologue Leida Cosmides a constaté que pour une même tâche logique, une même personne traitera l'information de manière différente, dépendamment des différents types de contenus. Par exemple, la tâche du barman comporte la même syntaxe logique que la tâche de Wason, mais la règle est: si un client boit de l'alcool, alors il doit avoir 18 ans et plus. Formulé ainsi, les participants savent que pour s'assurer que la règle soit respectée, ils doivent vérifier l'âge du client qui boit de l'alcool et ce que boit celui qui semble avoir moins de 18 ans. Ils vérifient donc si la règle est respectée, mais aussi si elle a été falsifiée et ne commettent pas de sophisme. Effectivement, il nous semble bien plus intuitif de ne pas avoir besoin de vérifier l'âge d'une personne manifestement âgée dans un bar. Ainsi, selon Cosmides, nous raisonnons avec des modules différents en fonction de la situation sociale dans laquelle on se trouve. Or, dès un très jeune âge, l'enfant parvient à faire des inférences de base logiquement valides, comme comprendre, par exemple, que s'il veut un dessert, alors il doit manger ses épinards. Mais qu'il n'est pas obligé de manger un dessert, même s'il a mangé ses épinards. Il évite donc le sophisme de l'affirmation du conséquent. Si on revient avec la tâche de sélection, puis qu'on l'adapte à cette situation-là, donc la règle serait, si tu veux un dessert, alors tu dois manger tes épinards. Alors, qu'est-ce qu'on va vérifier? On va vérifier donc l'enfant qui mange un dessert pour être sûr qu'il a bien mangé ses épinards avant. Est-ce qu'on va vérifier l'enfant qui est en train de manger ses épinards? Non. On va vérifier si le bol d'épinards est vide ou pas. Donc, s'il reste des épinards dans le bol, on sait que la règle est enfreinte. Mais l'enfant fait ses inférences sans même en prendre conscience. Il est accidentellement logique. Afin d'acquérir une réelle compétence de raisonnement logique, il faut comprendre la logique derrière l'inférence. La distinction ne se trouve donc pas entre logique et alogique, mais plutôt entre logique et métalogique. On peut avoir une capacité logique de base, comme celle de faire des inférences sans s'en rendre compte, alors que de posséder une compréhension métalogique, c'est avoir une compréhension explicite de son raisonnement logique, c'est-à-dire parvenir à se faire une compréhension de la nature de la logique et des inférences que l'on effectue. Et cette capacité se développe. Je dois retourner un peu dans le temps pour revenir sur les études de Piaget, car il est non seulement le premier psychologue à avoir étudié le raisonnement du point de vue de la logique, mais aussi à l'avoir étudié chez les enfants. C'est ce qui lui a permis d'élaborer sa théorie développementale du raisonnement. Selon Piaget, le raisonnement de l'enfant comporte des contradictions, créant ainsi des conflits cognitifs entre son raisonnement et les phénomènes empiriques. Avant d'avoir atteint un certain stade, l'enfant ne possède pas les structures nécessaires pour parvenir à effectuer les opérations relatives à ce stade, créant ainsi un déséquilibre. Alors, devant ce type de conflit, plutôt que de modifier son interprétation, l'enfant va modifier le phénomène sans pouvoir l'expliquer.
À partir d'un certain âge, l'enfant a la capacité de mettre en œuvre des processus cognitifs menant à des niveaux de raisonnement de plus en plus abstraits. Mais afin de passer d'un stade à un autre, il doit parvenir à trouver l'équilibre lui permettant d'accomplir les opérations du stade suivant. Le développement cognitif de l'enfant consiste donc à régler les contradictions auxquelles il est confronté et ainsi atteindre un niveau de compréhension logique plus large. On peut voir l'exemple ici d'un petit garçon à qui on fait compter 2 rangées d'une même quantité de jetons, puis, malgré qu'il les a comptés lui-même, il répond que la rangée la plus longue en contient le plus. Or, bien qu'il en ait compté 5 à chaque fois, il modifie la quantité de jetons qu'il a devant lui plutôt que de modifier sa compréhension du phénomène. C'est-à-dire qu'une même quantité de jetons peut paraître plus longue sans nécessairement contenir plus de jetons. Ça ne lui semble pas bizarre parce qu'il n'a pas encore développé les structures opérationnelles pour comprendre la transformation des formes. Selon les études de Piaget, c'est entre 5 et 7 ans que l'enfant commence à ressentir qu'il y a un problème dans sa compréhension de l'opération. Ici, l'enfant ne détecte pas encore de conflit, mais éventuellement il comprendra qu'il se trompe. En constatant son erreur, il va ressentir un conflit cognitif. Son erreur lui servira d'alerte et de motivation pour essayer de régler le conflit et retrouver un équilibre cognitif. Il tentera de comprendre la source de l'erreur en effectuant par lui-même plusieurs retours sur l'opération, c'est-à-dire en recomptant les jetons et en changeant la longueur des rangées à plusieurs reprises. C'est ce qu'on appelle la réversibilité opérationnelle. C'est un processus actif d'autorégulation qui sera fondamental dans son développement. Une fois que l'enfant retrouve un équilibre cognitif, il a une bonne compréhension du phénomène. Sa compréhension est à propos de la nature de la tâche, peu importe la forme qu'elle prendra, et il accède alors à un stade de compréhension opérationnelle plus complexe. Pour Moshman, le processus d'autorégulation qu'on a vu avec Piaget se traduit en retour sur l'inférence, comme étant un retour sur l'expérience de raisonnement. L'enfant qui refait la tâche à plusieurs reprises revient sur l'opération et tente d'en comprendre la nature. Une personne qui fait un retour sur une inférence et qui parvient à comprendre la logique derrière fait de la métacognition. Le retour métacognitif sur nos propres inférences nous permettrait une meilleure compréhension de celles-ci. On règle le conflit cognitif, on retrouve un équilibre et on atteint un stade de raisonnement plus complexe. Ainsi, la compréhension progressive de nos propres inférences nous permet de comprendre la nature de nos raisonnements et augmente notre capacité à faire des raisonnements plus complexes. La métacognition est donc une procédure d'autorégulation nécessaire au développement du raisonnement et à l'acquisition de compétences logiques. C'est la théorie du constructivisme rationnel pluraliste. Nos inférences sont au départ implicites. On n'en est pas conscient. En les explicitant, il nous devient possible de faire un retour métacognitif afin de comprendre la nature de nos inférences. C'est pourquoi le processus réflexif est plus apte à se faire dans un contexte d'interaction sociale. Dans une discussion ou un dialogue, se justifier demande de reconnaître nos inférences et de comprendre les chemins inférentiels des autres. Ainsi, les interactions sociales peuvent encourager les processus de réflexion et de coordination de nos inférences. C'est aussi important que les interactions se fassent entre des individus qui se considèrent au même niveau de connaissance, d'autorité ou de pouvoir. Autrement, on risque de faire accepter par l'apprenant les conclusions de l'expert sans réel processus de coordination ou de réflexion. On va juste écouter ce que la personne dit et la croire sur parole sans réellement comprendre la nature de ce qui nous a été appris. L'apprentissage des savoirs est important, mais il est aussi nécessaire d'intégrer ces savoirs à l'aide d'un processus de raisonnement collaboratif parvenant à une structure de compréhension logique accessible à chacun des membres du groupe. Des études ont démontré qu'en contexte d'interaction sociale dans lesquelles les participants discutent entre eux pour essayer de trouver la solution, le taux de réussite passe de 9 à 75 %.
Le raisonnement collaboratif demande aux participants d'expliciter leurs inférences, ce qui aide à les clarifier et par le fait même améliore la résolution de problèmes complexes. Dans une CRP, les participants sont invités à douter de leurs propres croyances et à dépasser l'opinion en apportant des raisons. Pour fournir ces raisons, ils doivent expliciter leur raisonnement. Ainsi, ce qui, à la base, était un raisonnement spontané, passe progressivement par un processus plus lent et réfléchi. Les raisons fournies seront ensuite évaluées par l'ensemble du groupe. Ainsi, les participants et participantes procèdent à un travail de réflexion collaborative, les forçant à réfléchir à leurs propres inférences et ainsi qu'aux inférences des autres membres de la communauté. Alors, les enfants en viennent à nuancer leurs propos ou à s'autocorriger. Nous retrouvons ici les notions de conflit et d'autorégulation de Piaget dont Moshman s'est inspiré pour sa théorie métacognitive, c'est-à-dire qu'en confrontant leur point de vue, les enfants font face à leurs propres contradictions. En étant amenés à les justifier, en discutant entre eux, ils travaillent ensemble à résoudre ces contradictions et pratiquent l'autorégulation. En portant une attention particulière à ces aspects métacognitifs, on peut donc conclure que la philosophie pour enfants constitue une méthode adéquate pour encourager le développement du raisonnement. Des critères de rigueur intellectuelle sont souhaitables à observer en communauté de recherche philosophique et vont servir d'outils cognitifs afin d'aider les participants à développer leur pensée en travaillant la cohérence. Cet exercice mène les participants à se questionner sur leur manière de penser et d'argumenter, ainsi ils prennent conscience de leur processus de raisonnement et des stratégies qu'ils peuvent utiliser pour les perfectionner. Mes recherches doctorales consistent à faire ressortir les correspondances entre les outils de la pensée que l'on peut observer en CRP et les stratégies métacognitives. Aussi, je m'intéresse particulièrement au développement du raisonnement logique. Alors, je suggère que la pratique de ces outils permette aussi aux enfants de se développer une conscience à propos de la nature de la logique présente dans l'argumentation. C'est-à-dire que la pratique explicite de ces outils leur permettrait de se développer une compréhension métalogique, donc à propos de nos réflexions sur la nature de la logique. En explicitant leurs inférences en communauté de recherche, les participants et participantes commencent par comprendre ce que c'est qu'un argument, puis ils deviennent progressivement conscients de ce que requiert un argument pour qu'il soit valide. Ils examinent les prémices cachées derrière leurs propres opinions et celles des autres. Avec la pratique explicite de ces outils de la pensée logique, les enfants en viennent à réaliser que le dialogue comprend plusieurs règles d'argumentation qu'ils seront tentés de respecter. L'explicitation de la logique de l'argumentation se fait d'abord par la personne qui anime en soulignant les outils de la pensée qui sont mobilisés, puis l'observation des communautés de recherche philosophique par une partie du groupe devient alors une étude attentive de l'argumentation en fonction de repérer les stratégies qui sont mises en œuvre à l'aide des grilles d'observation. Lors de l'observation d'une CRP, mettre par écrit les stratégies utilisées consiste en une stratégie métacognitive, une métastratégie. Les observateurs intègrent des outils au fur et à mesure qu'ils les observent parce qu'ils les recherchent activement. Aussi, avec le temps, ils seront tentés d'écrire ce qui aurait pu être utilisé comme stratégie. Par exemple, on aurait pu évaluer la raison à ce moment-là ou un contre-exemple aurait été efficace ici. Mettre tout ça par écrit est une stratégie métacognitive en soi. Après la discussion, les observateurs et observatrices doivent faire part de leurs observations en enclenchant alors, encore une fois, un processus métacognitif. C'est-à-dire qu'en écoutant les observations à propos de la discussion qui vient d'avoir lieu, les participants et les participantes sont amenés à réfléchir sur la manière dont ils ont réfléchi. Lors de la prochaine discussion, ceux qui observaient deviendront des participants et vice-versa. Lors de l'échange des rôles, les participants qui ont déjà eu le rôle d'observateur ont tendance à argumenter différemment. Ils sont plus conscients des stratégies qu'ils utilisent. De la même manière que les ex-participants qui deviennent observateurs-observatrices prennent conscience de ce qui leur était demandé lors de l'argumentation en CRP.
Ainsi, l'étude de cette grille de critères de manière répétée permet de prendre conscience, d'intégrer et de mettre en pratique les apprentissages de la logique du discours. En encourageant les enfants à maintenir et développer ces comportements, déjà présents dans le dialogue, la philosophie pour enfants peut devenir le contexte parfait pour accroître la réflexion et élever le raisonnement à des niveaux plus complexes. Voici maintenant quelques pistes relatives à comment les critères en communauté de recherche philosophique fournissent des bases à partir desquelles il serait possible de travailler d'un point de vue théorique et empirique pour l'élaboration de plusieurs stratégies métacognitives. Dépasser l'opinion en apportant des raisons demande de revenir sur son raisonnement pour parvenir à expliciter la construction de son argumentation. Ça demande de s'arrêter pour réfléchir, revenir sur chaque étape et clarifier pour expliciter aux autres participants. Chaque raison est une prémisse pour parvenir à une conclusion, donc je peux affirmer ma conclusion. La recherche de contre-exemples est une stratégie qui permet d'éviter les erreurs d'induction logique. La généralisation est une des erreurs logiques les plus courantes qui mènent souvent vers des préjugés. Et c'est un réflexe naturel de la pensée qui, comme on le sait, mène souvent à des problèmes de discrimination. Apprendre à générer d'autres alternatives nous engage à réfléchir avant d'agir ou de juger. Toute affirmation sous-tend des préjugés qu'il est important d'examiner. Lorsqu'on s'aperçoit à travers la discussion que les fondements de nos présupposés ne sont pas suffisamment solides, il y a des chances que les préjugés qui en découlent soient remis en question. Laisser le temps aux participants et aux participantes de réfléchir à propos de leurs propres présupposés, c'est les inviter à comprendre par eux-mêmes l'incohérence de leurs préjugés. Dans cet exemple, ma sœur s'est fait mordre par un chien, donc tous les chiens sont méchants. Mais mon ami a un chien qui n'a jamais mordu qui que ce soit. Les chiens guides ne sont pas méchants, ils aident les aveugles. Les chiens de sauvetage sont bons, ils sauvent des vies. Donc, on peut conclure que ce ne sont pas tous les chiens qui sont dangereux, mais seulement certains le sont. Dans cet exemple, on peut remplacer chien par n'importe quelle population visée par les préjugés et on comprend l'importance de cette stratégie sur un point de vue social. Les analogies en CRP sont souvent utilisées pour faire comprendre des concepts difficiles à saisir. Ce critère permet aux participants et aux participantes de mettre en pratique leur raisonnement analogique tout en les aidant à comprendre des concepts abstraits. Ceci aura un impact sur leur capacité d'abstraction. L'augmentation de l'abstraction est centrale au développement du raisonnement logique. J'aurais plusieurs autres stratégies à vous présenter, mais je m'arrête ici pour conclure qu'une conception constructiviste pluraliste de la rationalité nous permet de concevoir le développement du raisonnement logique comme étant un processus de construction qui repose sur la conscience métacognitive. En gardant en tête qu'il est important d'insister sur leurs aspects métacognitifs, les communautés de recherche philosophique constituent un environnement prometteur pour la mise en pratique de cette théorie. Une société avancera en termes de rationalité si elle offre les outils nécessaires pour permettre à ceux et celles qui la composent de se développer en ce sens. Ne pas considérer la rationalité en éducation, c'est assumer qu'elle n'a pas besoin de se développer davantage ou qu'elle est déjà satisfaisante pour les individus. Or, si c'était le cas, il serait difficilement explicable que chaque État démocratique compte une bonne quantité de problématiques sociales, politiques et économiques qu'il ne parvient pas à régler. Le principe même d'une société démocratique inclut la participation active de ceux et celles qui la composent. Cette participation se fait à travers l'interaction démocratique et pour qu'elle soit possible, il faut que ceux et celles qui décident d'y participer aient développé les capacités de raisonnement nécessaires pour parvenir à le faire de manière efficace et cohérente. Je vous laisse sur cette citation de Moshman. Même si on progresse vers une plus grande rationalité, penser et raisonner reste la pointe du iceberg inférentiel. Selon lui, il n'y a pas de stade de maturation rationnelle définitif.
Les CRP ont été pensées à la base comme étant un outil de philosophie pour les enfants, mais elles ont été mises en pratique dans tous les groupes d'âge et dans diverses communautés. Il est donc permis de croire qu'il y aurait des conséquences sociales et éducatives importantes à la pratique de la philosophie, non seulement dans le système scolaire et dans la formation des enseignants, mais aussi dans toute sphère sociale. On peut voir le cerveau comme un muscle qui doit constamment travailler pour se développer et se maintenir en forme. La pratique de la philosophie, c'est alors le gym de la pensée. Combien d'analogies avez-vous identifiées dans cette diapo? Donc, j'espère que cette capsule vous a éclairé un peu sur comment est-ce que les fondements en sciences cognitives ou en psychologie du raisonnement euh, peuvent faire un lien avec la philosophie pour enfants ou la pratique de la philosophie, peu importe l'âge, et le développement du raisonnement logique.